Situé tout près de l'aéroport international Sir Amgolam et visité par de nombreux touristes, le musée d'histoire de Maïbourg, surnommé maintenant le Musée national, se trouve au cœur même de cette ville. D'accès gratuit, ce musée est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi et le dimanche après-midi. Ses collections fort nombreuses depuis sa rénovation permettent de se représenter visuellement l'histoire de l'île jusqu'au tournant du XXe siècle. Nous proposons aujourd'hui la deuxième partie d'un reportage réalisé sur le musée de Maïbourg. Nous sommes à la troisième salle du musée qui illustre la conquête de l'île par les Anglais, suivie par la capitulation, c'est-à-dire le débarquement des Anglais par le nord de l'île. Dans la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, les Anglais et les Français se sont livrés à une lutte acharnée dans la bataille du Grand Port, les uns pour conserver l'île et les autres pour la conquérir. Dans cette même salle, nous pouvons aussi voir une illustration de l'épisode des Corsaires, dont le Surcouf en est un des plus illustres exemples. Là, vous avez donc le portrait de Surcouf. Ici, vous avez une magnifique frégate, donc de tout début du 19e siècle, et où on voit l'Union Jack flotter à l'arrière du navire, au large de l'île, et plus exactement de la baie de Port-Louis. Il existe de nombreux vestiges de la bataille du Grand Port, surtout du Sirius, mais également, par exemple, cet énorme bloc de morceaux de coque, qui était à l'époque d'ailleurs entièrement recouvert de cuivre. Hein. On ne distingue pas trop parce que c'est couvert de verre de gris, mais c'était une coque en bois qui était recouverte de cuivre à l'époque, pour le protéger des attaques de la vie marine. Et donc on a repêché ça en 1934, pardon. Et c'est donc M. Austin qui a repêché ça au large dans la baie de Maïbourg. Nous poursuivons notre visite et cette fois destination salle du premier étage consacrée à la période anglaise. Évidemment, on commence par le début de la période anglaise, marquée par l'arrivée du premier gouverneur Robert Farquhar, personnage d'importance puisqu'il marquera les 10 des premières années du gouvernement britannique sur l'île Maurice. Et donc le portrait de Robert Farquhar, le premier gouverneur, est important puisque c'est un personnage à qui on doit un certain nombre de faits historiques comme l'accentuation de l'implantation de la canne à sucre à Maurice, puisque auparavant, disons qu'on a l'habitude de voir la canne à sucre comme étant bien antérieure, évidemment, mais auparavant, disons dans la période française, il y avait des tas d'autres cultures qui subsistaient dans Maurice au même titre que la canne, alors que du temps de Robert Townsend Farquhar, la canne deviendra vraiment un élément beaucoup plus important dans le paysage mauricien. On lui doit la tolérance à l'égard de la langue française qui subsiste encore jusqu'à aujourd'hui, si on peut dire. Troisième aspect moins positif bien sûr, à savoir qu'en 1807, date importante en Angleterre puisque la traite fut abolie, a souligné qu'il s'agit de la traite uniquement et pas de l'esclavage. Cette abolition ne sera pas appliquée au moment où Farquhar prendra ses fonctions à l'île Maurice. Ce n'est qu'en 1813 qu'elle commencera à être respectée et d'une manière bien aléatoire, car elle ne sera pas aussi catégorique qu'elle aurait dû l'être. Ce qui fait que malheureusement, la traite illégale ou même légale jusqu'en 1813 a perduré à Maurice. On a aussi dans le musée de magnifiques panoramas de paysages mauriciens avec beaucoup de vues de Port-Louis qu'on doit à de très grands artistes. Là, devant nous, on a Pierre Thuillier, qui est un magnifique lithographe, et à qui on doit notamment, c'est par exemple cette vue du bazar, là, d'ailleurs le bazar qui était tout neuf à l'époque, puisqu'il date de 1828 pour son emplacement actuel, mais que les travaux ont duré sur plusieurs dizaines d'années. Et donc là, on a l'entrée du bazar, presque un petit peu comme celle qu'on a actuellement encore, mais on voit par exemple un certain nombre de mobiliers urbains qui n'existent plus, et qui sont des témoignages historiques irremplaçables, c'est-à-dire sans cette lithographie, on ne les devinerait pas. Comme là, vous avez par exemple des lampes
à l'huile de coco qu'il y avait à l'époque, ou même vous avez derrière un tocsin avec la cloche en haut qui indiquait, disons, à l'époque, il y avait très très souvent des incendies dans Port-Louis, dont certains fameux qui ont détruit une bonne partie de la ville. Et donc cette lithographie à elle seule, ne serait-ce qu'aussi par la composition que l'artiste a souhaité. On voit qu'il y a par exemple deux personnages chinois en train de porter sur leurs épaules donc des fardeaux qui sortent du bazar. On y voit des personnages européens, on y voit des personnages provenant de l'Inde, etc. Donc je pense que l'artiste a vraiment souhaité déjà à l'époque faire une œuvre où on retrouve déjà une île Maurice extrêmement moderne finalement, qui correspond à celle d'aujourd'hui. Dans le musée, l'accent a été mis sur la présentation des tableaux qui ont été refaits ou conservés dans leur ancienne présentation. Et bien sûr, tout ceci en fonction des paramètres de conservation internationaux. La maquette que vous voyez ne représente pas la situation qui a prévalu au début du XIXe siècle. Voici quelques explications à ce sujet. Parce que par exemple pour l'esclavage, on avait commandé donc avec la Comajora, qui nous en a fait don par la suite, donc une maquette volontairement coupée en deux dans le sens longitudinal et qui permet à un enfant, à hauteur d'enfant, de bien voir à l'intérieur comment se passait la vie à bord, la timonerie à l'arrière, la chambre des malades à l'arrière du navire, les chambres de confinement avec la cage que vous voyez au milieu du navire. Enfin, pour un enfant, c'est pas du tout pareil d'avoir une coupe comme ça en long. D'ailleurs, d'après ce qu'on a cru savoir, c'est la première fois qu'on avait une coupe longitudinale d'une maquette comme ça, et qui est beaucoup plus parlante que n'importe quel document qu'il faut expliquer, tandis que là, l'enfant, il accède directement, il a une impression visuelle, une compréhension différente. En fait, la maquette qu'on vient de voir est n'est pas représentative de la situation qui a prévalu, disons, au commencement du XIXe siècle. Puisque, en fait, paradoxalement, avec l'abolition de la traite, décrétée par l'Angleterre et d'une manière unilatérale, c'est-à-dire les autres pays, notamment européens, n'avaient pas encore aboli la traite uniquement. Et en fait, comme l'abolition de l'esclavage n'avait pas été décrétée, ça a fait que la traite a continué d'une manière soit illégale, soit tout à fait légale pour les autres pays. Mais du coup, elle s'est durcie, en ce sens qu'on est entré dans une période qu'on a appelée en anglais, transposée en français, la période des tasseurs de sardines. Et donc c'est une période absolument sordide, où en fait l'espace à l'intérieur des navires, ceci étant plus conçu désormais pour pouvoir fuir face à un ennemi potentiel qui était donc la légalité anglaise de l'époque, ont dû donc diminuer les espaces vitaux à l'intérieur des navires, ce qui fait que les captifs se sont vus avoir donc des conditions de vie à l'intérieur des bateaux encore plus épouvantables que précédemment. Et donc on voit sur ces documents-là qui parlent par eux-mêmes les conditions de vie à bord avec un espace vital extrêmement restreint. Dans le musée, il y a un aspect auquel on s'est particulièrement attaché, c'était de démontrer que l'histoire avait été beaucoup plus dialectique qu'on ne le pensait au départ. Par exemple, on nous présentait jusqu'à présent des esclaves comme des êtres humains ayant courbé la tête, subissant ce qui leur était imposé. Il s'agissait d'une histoire dialectique avec des luttes et des gens, des marrons, qui prenaient la fuite. À savoir que depuis 5 ou 6 ans, de nombreux historiens se sont rendus à l'évidence que l'histoire de l'esclavage n'a pas été uniquement une histoire d'asservissement total. Certains se sont révoltés et on peut dire par là même que cette histoire était en mouvement, donc dialectique. Des mouvements existaient en France, en Angleterre surtout avec un certain nombre de ligues, de sociétés qui se battaient pour l'abolition. Par exemple, ici, on a un magnifique témoignage inverse, parce que disons qu'il y a aussi eu des gens, donc côté anglais ou français, qui ont cru dans l'esclavage et qui se sont battus jusqu'au bout pour empêcher cette abolition. Et notamment, par exemple, Charles Telfair, lui, il est connu surtout pour ses apports, d'ailleurs indéniables à l'histoire naturelle, mais il est peu connu pour s'être battu pour empêcher l'abolition à tout prix. Notamment, par exemple, dans un livre qui existe, qui s'appelle Some Account
of the state of slavery at Mauritius since the British occupation in refutation of anonymous charges promulgated against government and that colony. Ça veut dire qu'ils ont été jusqu'à nier qu'il y ait eu des problèmes. C'est-à-dire que dans leur esprit, il n'y avait aucun problème, les gens étaient bien, parce ils allaient même jusqu'à théoriser qu'ils étaient mieux que dans leur pays d'origine. Donc il faut voir jusqu'où l'horreur a pu être poussée à cette époque-là. Mais parallèlement, de l'autre côté, c'est-à-dire, mettons en France, il y avait des gens comme antérieurement, par exemple l'abbé Grégoire, Condorcet, la Société des Amis des Noirs aussi, ou toutes les sociétés qui pouvaient exister à l'époque, se battaient, elles, pour l'abolition. Donc c'est dialectique de tous les côtés, c'est beaucoup moins, comme on l'a pensé jusqu'alors, disons, l'histoire de gens qui ont subi et puis finalement il ne se passait rien parce qu'ils ne pouvaient rien faire. En vérité, il y a eu tout un mouvement de chaque côté, des gens qui se résistaient, qui voulaient se libérer, qui se sont pas contentés de plier le genou par terre du tout. Et de l'autre côté, il y avait eu aussi des gens qui se sont battus pour cette abolition et pour l'idée de l'abolition, et ce depuis le XVIIIe siècle. Donc l'abolition n'est pas venue d'un seul coup en fait. Elle a germé, c'est une idée qui s'est imposée petit à petit, notamment dans les milieux protestants en Angleterre, et petit à petit l'idée s'est imposée à la société globale, mais ça n'a pas été sans mal et il a fallu beaucoup lutter. C'est un habitat de troglodytes, parce que vous savez qu'à Maurice, il y a beaucoup de grottes basaltiques liées au système volcanique, et notamment dans les grottes basaltiques, très souvent il y avait, notamment par exemple à Bossonges, où il y a beaucoup de grottes basaltiques, donc les marrons, donc les esclaves en fuite, souvent trouvaient refuge dans ces grottes. À Bossonges ou également dans des endroits très reculés, évidemment comme au Morne, l'endroit le plus célèbre, ou dans des régions comme Plaine Champagne, tout simplement, où dans la nature on pouvait se cacher. L'histoire était dialectique à Maurice, elle l'était aussi en Angleterre, où l'idée de l'abolition a germé et s'est amplifiée petit à petit. Les Mauriciens ignorent plus ou moins que c'est Adrien d'Épinay qui est allé en mission pour représenter les intérêts des planteurs à l'époque, au moment de l'idée de l'abolition. Et justement, dans les années toutes récentes, on a parlé de compensation. Il faut savoir qu'une compensation, assez curieusement, il y en a eu une en vérité. Mais ce n'était pas du tout pour les esclaves. C'était une compensation, il y en a bien eu une qui a eu lieu pour les planteurs à l'époque. Et c'est ce qu'a réussi à obtenir Adrien d'Épinay. C'est-à-dire que l'abolition a eu lieu, mais à la condition que les planteurs ont réussi à imposer au pouvoir britannique, à savoir de compenser par tête d'esclave une certaine somme qui serait versée en compensation du travail perdu que, soi-disant, les planteurs auraient eu un manque à gagner à l'époque. Et ça, cette compensation, puisque c'était le terme utilisé à l'époque, a bien eu lieu, mais pas vers les esclaves, finalement qui n'ont rien obtenu et qui au contraire se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail, le plus souvent, donc a eu lieu à destination des planteurs. Vous avez ici un document extrêmement rare, puisque c'est une photographie donc, de 3 esclaves. L'adaptation de la création de la photographie était à cheval sur l'abolition, car en 1835, la photographie n'existait pas. Mais en 1848, quand l'abolition française eut lieu, elle existait déjà depuis quelques années. Donc ce qui fait qu'une photographie d'esclaves, aussi de par le sujet qui n'intéressait pas forcément les photographes de l'époque, c'est extrêmement rare d'avoir une photographie d'esclaves. Et cette photographie, je l'ai trouvée en fait dans un livre qui s'appelait justement, c'est pas par hasard, Mankind of Races, donc les différentes sortes de races. C'est un livre qui était en fait au Mauritius Institute, au premier étage dans la bibliothèque. Et quand je suis tombé donc, sur ce qui était prétendument désigné comme le type malgache, eh bien, en regardant mieux la photographie, c'était en fait 3 esclaves. Parce qu'on voit très clairement les chaînes au cou, aux pieds. Et donc c'est une photographie qui est extrêmement rare parce que, à ma connaissance, je n'ai jamais rencontré depuis que j'étudie un peu la question, une photographie d'esclaves. Là, vous avez une magnifique illustration, donc une peinture peinte par un Mauricien qui s'appelait Numa Desjardins, qui avait appris d'ailleurs la peinture avec Pierre Thuillier, qu'on a évoqué, le lithographe, qui avait fait des lithographies de l'entrée du bazar de Port-Louis.
Et ce tableau nous parle de la période où l'industrie sucrière a eu un essor considérable, c'est-à-dire que l'esclavage, la traite, tout ce système avait une raison d'être, cette raison d'enrichissement considérable des plantations et donc des planteurs. Volontairement, je ne traduirai pas l'expression anglaise coolie trade en français, c'est généralement traduit par l'engagisme. Mais ça traduit très très mal le concept de coolie trade, parce que l'engagisme stipule vraiment un volontariat presque, et puis la personne entraînée par elle-même, par son libre choix et son libre arbitre. Or, ça traduit très très mal l'impression que donne l'expression anglaise coolie trade. Et la période donc, qui s'ouvre avant même l'abolition, parce que c'est avant l'abolition que le système de remplacement du système esclavagiste a eu lieu, donc l'arrivée des premiers coulis à Maurice. Ici, vous voyez des documents incroyables, des photographies où l'on voit l'état dans lequel arrivaient les coulis. Il y a beaucoup de choses qui sont restées et qui sont communes finalement entre le système de l'esclavagisme et le système du coolie trade, mais il y a aussi des différences notoires qui sont très importantes. Par exemple, disons, l'anonymat dans lequel était traitée la personne humaine à l'intérieur du système esclavagiste change radicalement avec la période de coolie trade. Et également la liberté religieuse qui est très très appréciable, et enfin la liberté de fonder une famille aussi. Et puis le système du salariat qui remplace aussi, fait que les paramètres ne sont plus du tout les mêmes. Néanmoins, quand même, la dureté du travail et des conditions de vie à l'intérieur de la plantation, à mon avis, les choses n'ont pas changé d'une manière brusque et radicale du jour au lendemain. Et bien au contraire, par exemple, le système des sirdars qu'on retrouve sur les documents, des colonnes, tous ces systèmes qui perduraient, qui contrôlent tout ce que fait la personne sur la plantation, ont subsisté pendant de très nombreuses années. Et ils sont directement issus du système esclavagiste. Ici, on a une carte qui est assez remarquable en son genre, parce que, en fait, c'est une carte anglaise. C'est une des premières cartes anglaises de l'île. Vous voyez le titre « The Isle of France or Mauritius from a French MS ». Ça veut dire que c'est une carte qui émane en fait d'une ancienne carte française qui avait été dressée par L'Islet Geoffroy. L'Islet Geoffroy, c'était un descendant d'esclaves et qui était né à l'île Bourbon et qui est à cheval sur nos deux îles. C'est-à-dire qu'il est à la fois représentatif de l'histoire de l'île Bourbon, donc l'île de la Réunion à l'époque, et l'île Maurice. Donc, c'est une personne qui est très importante parce que L'Islet Geoffroy est devenu un des plus grands scientifiques de son temps. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est lui qui a dressé les premières cartes de Madagascar sur le plan scientifique et également donc, les cartes de l'île de France à l'époque qui est devenue l'île Maurice ensuite. Donc il y a comme une sorte de passation dans la cartographie. Et ici, vous avez un personnage très important du milieu du 19e siècle qui est Louis l'Échelle. Louis l'Échelle qui est le premier représentant, donc le premier Lord Mayor de la municipalité de Port-Louis, et qui est également aussi, il faut quand même le noter, le replacer à l'intérieur du contexte de l'ensemble du 19e siècle, le premier élu, quoi, en quelque sorte. Donc c'est un des premiers Mauriciens, disons, à avoir eu, même si le suffrage était très loin d'être universel à l'époque et tout, mais quand même c'est le premier maillon de la chaîne qui arrivera finalement au suffrage universel au siècle suivant. Louis d'Échelle, personnage extrêmement important à qui l'on doit beaucoup, l'amélioration de Port-Louis au niveau sanitaire, au niveau de l'ensemble de l'infrastructure, et on lui doit aussi un certain nombre d'idées, car c'est au moment de son mandat qu'on aura les premières études concernant la possibilité d'avoir des trains à Maurice. Et 20 ans plus tard, on aura effectivement le train. Ici, vous avez une grande œuvre mauricienne d'un nommé Alfred Richard, qui est un grand peintre mauricien et qui a fait également donc, ces types de l'île Maurice, il a intitulé son album, et qui est assez représentatif de la peinture mauricienne de son époque, en ce sens que, comme on l'a vu avec Thuillier, il y a déjà toute une problématique pour essayer de rendre compte de la pluralité de l'île Maurice à l'époque. Et c'est vraiment l'objet même de l'album de Richard. Mais en plus de ça, disons pour la petite histoire, nous quand on a fait le musée, on était un petit peu gênés parce qu'en même temps, derrière chaque type de l'île Maurice, comme Richard le déclare lui-même, en fait, il y a aussi des stéréotypes de l'île Maurice. C'est-à-dire qu'il y a aussi des stéréotypes raciaux et racistes. Par exemple, ici, vous avez
une lithographie intitulée Le Vagabond. Donc on voit que derrière cette lithographie précise se cache un mythe raciste évidemment à l'époque qui perdurait. Mais nous, quand on a fait le musée, on était un petit peu gênés par ça aussi, donc on a décidé que ce n'était pas à nous de faire des censures. Donc on a mis l'ensemble de l'œuvre de Richard, tout en explicitant bien que derrière certaines œuvres se cache un mythe raciste. Mais en même temps, il y a aussi une réalité de détresse totale à cette époque-là. Donc c'est pourquoi je pense que l'œuvre de Richard est quand même très représentative de son époque. Parmi les nombreux chefs-d'œuvre que compte désormais le musée, il y en a deux qui méritent d'être mis en parallèle volontairement, et ce sont deux tableaux qui ont été restaurés à l'occasion de la rénovation du musée. Le premier, celui du capitaine du port, John Morgan. Et c'est intéressant de voir que la disposition de ces deux tableaux est la même. C'est-à-dire dans celui-ci, vous avez le personnage qui est assis, et en haut à droite, vous avez un petit carré qui fait à peu près, disons, 1/5 du tableau, et sur lequel vous voyez à peu près l'ensemble des éléments qui composent le message du tableau. Ça veut dire, là, vous voyez que la personne n'est pas habillée n'importe comment, elle a son uniforme, les dorures, l'apparat, ici une épée, symbole de son pouvoir, les gants, symbole de distinction. Et vous avez même des éléments qui vous rappellent la période exacte à laquelle nous nous trouvons, puisqu'on voit des navires à roues à aubes. Donc ce sont des tableaux qui sont extrêmement parlants, qui illustrent merveilleusement leur époque. Et ça, c'est un peintre mauricien qui s'appelait Alfred Richard, toujours lui, qui a fait son album de type de l'île Maurice, ça qu'on vient de voir, mais ça, c'est un portrait peint à l'huile sur toile qui est magnifique. Et maintenant, si on le compare avec l'autre portrait qui est ici, on s'aperçoit que les deux tableaux sont très semblables, c'est-à-dire il y a la même composition. En haut à droite, vous avez toujours 1/5 du tableau qui est consacré au lointain, exactement comme dans l'autre tableau. Et vous avez pareil, la même pose un peu figée, le personnage qui se tient un peu d'une manière rigide. Et seulement le problème, c'est qu'ils ne disent pas du tout la même chose. Dans un cas, il nous dit « la mer est à moi », la mer, je contrôle l'Empire, la mer, j'ai mon uniforme, mon épée. Mais tandis que là, il dit tout autre chose. À la place de l'épée, on trouve un parapluie, un parasol plutôt, à l'époque. Et puis donc ici, vous avez donc dans le lointain un temple typique dravidien. Et ici, surtout, ce qui est très important, vous voyez un livre. Alors, en général, à l'époque, les livres sacrés étaient recouverts de couleur rouge. Et puis, encore plus important, il y a même un encrier avec une plume. Donc, l'air de rien, il est en train de nous dire, moi aussi j'ai ma culture, moi aussi je sais lire, je sais écrire, j'ai moi aussi des éléments de richesse apparents. Par exemple, là, on voit un souverain, donc une sorte de pièce de monnaie à l'époque, en or, qui était portée à l'époque, effectivement, de manière un peu voyante, exprès. Et puis, on voit des éléments beaucoup plus typiques, même de la culture tamoule de cette époque-là, comme par exemple, là, on a une magnifique bague talismanique, en forme de serpent, c'est-à-dire avec la tête du serpent qui vient se recourber sur les anneaux formés par la bague elle-même. Et ça, c'est vraiment typique de l'époque. Et enfin, vous avez par exemple les Karkin, là, qui étaient à la mode à cette époque-là, bon, qui ont été un peu perdus depuis, mais on me dit que maintenant ça revient à la mode. Donc c'est des boucles d'oreilles pour hommes, donc, qui étaient typiques de cette époque-là. Et puis donc l'ensemble du tableau, en résumé, c'est une œuvre absolument admirable, parce que c'est déjà un témoignage aussi de métissage culturel quelque part, parce que regardez bien, il a son turban qu'il a mis sur la tête, mais en même temps il a mis déjà un costume tout à fait occidental. Donc déjà il y a des éléments où il montre bien qu'il a gardé intact toute sa culture à lui, et en même temps il a intégré des éléments de la culture d'ailleurs. C'est un tableau remarquable, notamment par le cadre qui a été entièrement sculpté. Il faut rappeler que tout est mauricien dans ce tableau, le sujet, le peintre et même l'encadreur. L'on y trouve aussi 3 éléments floraux différents, des éléments qui représentent la canne à sucre, des tas de représentations symboliques, mais qui sont vraiment admirables. Là, vous avez un buste, une statue qui est vraiment remarquable par son matériau. Parce que c'est très rare de voir une statue de quelqu'un à Maurice qui soit en roche basaltique. Souvent, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se refusent à utiliser ce matériau en considérant qu'il est un petit peu difficile. C'est sans doute vrai, mais là, on a un magnifique exemple d'une réussite esthétique parfaite. Donc, c'est Sir John Popenicy. Et en plus, ce n'est pas par hasard que ce soit en roche basaltique. Par exemple, vous aviez un autre buste qui est dans le musée,
qui est celui de Cole, donc un autre gouverneur qui n'avait pas du tout la même vision, certainement, bien qu'antérieure, mais pas du tout la même vision que Pope Hennessy, qui était certainement quelqu'un de beaucoup plus généreux. Mais dans un cas comme dans l'autre, par exemple dans le cas de Cole, c'est en fait en marbre importé d'Italie. Donc c'est pas par hasard. Or là, vous avez quelque chose en roche basaltique, locale. Et pour moi, ça signifie beaucoup. Vous avez le portrait qui est là, le portrait de John Pope Hennessy. Et je trouve que la statue est vraiment très ressemblante avec le portrait, très exact. Pope Hennessy, justement, est intéressant parce qu'il a quand même essayé de faire changer un peu les choses au niveau notamment du suffrage censitaire à l'époque et à démocratiser un petit peu les maigres élections qu'il y avait à l'époque. À ce Pope Hennessy, on doit l'introduction des premiers fonctionnaires locaux et pas mal de réformes à son époque qui sont relativement importantes. Et là, quand on se trouve dans cette salle, si on pense aux gens qui l'ont construite, aux charpentiers de marine, aux esclaves, aux menuisiers, à tous les gens qui ont pu faire ce genre de travail, c'est une splendeur. C'est vraiment une splendeur. D'une part par la taille, il faut savoir, la salle fait 20 mètres de long par 12 mètres de large. Donc c'est quelque chose de vraiment impressionnant.